Europe 1, 7h46, nous allons vers une génération sans sida. La phrase est signée du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Phrase qui forcément interpelle après des décennies de lutte contre le virus. Pour en parler avec nous ce matin, Jean-François Delfrécy, le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Il est votre invité, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour, professeur Delfrécy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je voudrais citer en entier cette phrase de Ban Ki-moon. Le monde a réussi. Nous avons réussi. Nous allons vers une génération sans sida. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Bon, c'est un slogan un peu. Il nous montre la direction vers laquelle il faut aller. Néanmoins, non, c'est quand même des très bonnes nouvelles. En 2015, il y a 15 millions de personnes qui reçoivent des antirétroviraux dans le monde. C'est le quart de la soignés contre le sida. Ils sont soignés. C'est le quart de la population française, dans le monde entier, bien sûr. C'est la première fois que, au niveau mondial, dans une maladie, finalement, il y a un traitement qui est proposé aux patients du Sud, à peu près de façon équivalente à ce qu'on est capable de réaliser au Nord, en France et aux États-Unis, par exemple. Et je vais citer un autre chiffre. Le nombre de décès liés au sida a baissé de 40% en 10 ans. Ça veut dire qu'on est allé plus vite que ce qu'on pouvait imaginer ? En tout cas, moi, que je l'avais imaginé. Oui. On m'aurait dit en 2000 qu'on serait capable de mettre 15 millions de personnes sous traitement. J'aurais dit non, c'est un beau rêve, mais on n'y arrivera pas en 2015. Et on y est arrivé. Donc, c'est pourquoi on y est arrivé. Exactement, qu'est-ce qui a fait qu'on y est arrivé ? Parce qu'il y a eu un effort sans précédent de la communauté internationale pour financer les antirétroviraux. Les antirétroviraux, c'est des médicaments qu'on prend, que prennent les patients qui sont séropositifs, et qui leur permettent de vivre avec. Ça ne permet pas d'éliminer le virus, mais ça permet de vivre avec. Et là, il y a eu des usines entières de médicaments génériques à des coûts beaucoup plus faibles, qui se sont faits dans les pays émergents, au Brésil, en Inde, en Thaïlande, et qui ont permis de fournir ces médicaments, de les acheter et de les fournir aux patients, en particulier de l'Afrique subsaharienne. Quel est pour vous le progrès le plus spectaculaire ? Bien, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, du coup, si les patients sont traités, ils vont mieux, donc il y a moins de décès. Et l'un entraîne l'autre. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux, mais qui repose, qui a des pieds fragiles. Pourquoi ? Parce que ça repose sur le financement international. Bon. Et Ban Ki-moon dit aussi qu'on arrivera peut-être à la direction qu'il veut donner. La génération sans sida. La génération sans sida, s'il y a 12 milliards de dollars supplémentaires chaque année qui sont injectés dans cette lutte contre le sida. Et là, je dis attention, parce que je vois sur le terrain, quand je suis dans les sites africains, la difficulté déjà à avoir tout ça qui redescende sur le terrain, au fin fond de la brousse, et il reste encore du chemin à faire. Ce chemin, il passe notamment par un vaccin contre le virus ? Oui. Est-ce qu'on en a... Je vais poser la question un peu... Question de béotien. Est-ce que, vu les résultats obtenus avec les antirétroviraux, est-ce qu'on a encore besoin de ce vaccin ? Oui, on en a terriblement besoin. Pourquoi ? Parce que bon résultat avec les antirétroviraux, mais dans le même temps, 2 millions de nouvelles contaminations chaque année. Ça a baissé, mais il reste 2 millions de personnes qui chaque année sont contaminées. Et là, moi, dans les maladies infectieuses, je ne connais pas d'autre moyen que d'avoir un vaccin préventif avisé, dont on se vaccine et on est prévenu contre l'acquisition du VIH. Et c'est à cette condition-là qu'on pourra effectivement atteindre une génération qui ne connaîtra plus le sida, entre guillemets ? Non, il y a un deuxième élément. Il y a environ 37 millions de personnes qui sont infectées. C'est un calcul un peu théorique. Ouais. Et là-dessus, il y a 15 millions, c'est-à-dire 40% des gens qui ne connaissent pas leur séropositivité. Donc il y a une chose très très simple. On est dans le basique, comme il y a 20 ans, le dépistage, se faire dépister. Et finalement, pourquoi on ne se fait pas dépister ? Pourquoi les gens en Afrique ne se font pas dépister ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'avoir le diagnostic. Et ils ont peur parce que sociétalement, quand on est reconnu séropositif, on est encore rejeté. Il y a eu plus de progrès médicaux que de progrès sociétaux. Mais cette peur dont vous parlez pour l'Afrique, elle est valable aussi pour la France, par exemple ? Bien sûr. En France, il y a une épidémie cachée. Parmi les 150 000 personnes séropositives en France, il y a 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. C'est-à-dire c'est un quart des personnes atteintes qui ne connaît pas sa séropositivité. L'épidémie se poursuit en France. On n'a pas à donner de leçons aux Africains, on a plutôt à en recevoir des pays du Sud sur ce que nous avons encore à faire en France. Mais qu'est-ce qui fait que justement on a encore tout ce chemin-là à parcourir en France ? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas de ce côté-là ? Ça ne bouge pas parce qu'il y a encore un certain nombre de freins d'acceptabilité de la maladie. Des tabous, oui. Le fait d'être séropositif, y compris dans cette maison, je pense que les gens ne le disent pas. Et c'est pourtant des maisons ouvertes. Alors qu'on parle par exemple plus facilement du cancer. La séropositivité pour le VIH reste quelque chose qui est mal vécu, par l'entourage et qui est mal vécu surtout par les personnes atteintes. Quand on reprend la phrase de Ban Ki-moon, nous avons réussi, vous ne vous dites pas qu'en même temps c'est une phrase dangereuse ?
Si, mais voilà, moi je suis médecin, lui, il est secrétaire général de l'ONU. Donc il a à nous donner cette vision politique, c'est un politique. Donc pour nous pousser tous, à la fois le milieu C'est associatif, un encouragement. les médecins, oui, à nous encourager. Le dernier point qui reste à faire aussi, et qui va rester très très lourd, c'est qu'il y a, même si les gens sous antirétroviraux, ils vont bien, ils ne sont pas guéris. On arrête les antirétroviraux, le La virus maladie repart. Oui. Donc dans les challenges de la recherche, il y a trouver un vaccin, et deuxièmement, essayer d'éradiquer ce virus, de l'éliminer complètement, comme on peut faire, par exemple, avec les antibiotiques, avec une bactérie. Il faut qu'on arrive à faire la même chose avec ce virus. C'est un des challenges, d'ailleurs, de la NRS en France. Et puis il y a des chiffres qui interpellent aussi. Un tiers des étudiants qui ne mettent pas de préservatif. Oui, alors on est toujours dans, finalement, le retard à la prévention, le retard au dépistage et le retard sociétal. C'est dans les 90% de gens dépistés, 90% de gens traités, 90% de gens traités qui sont bien avec un virus indétectable, Ça, ce sont les objectifs. c'est le premier 90 qui est le plus difficile à atteindre, puisqu'il y a 40% des personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Donc se faire dépister, y penser et accepter le dépistage. Vous le disiez, il y a un problème de taille, c'est l'argent. J'y reviens. Est-ce que la France prend sa part dans cette lutte ? Oui, la France joue un rôle important, tant au niveau international. La France est le deuxième grand donateur au niveau du Fonds mondial. Après les États-Unis. Après les États-Unis. Le Fonds mondial, c'est une sorte de grosse banque qui a été conçue justement pour l'achat des antirétroviraux. Et même avec la crise financière, les crises actuelles, et ce que nous vivons en France, le gouvernement français a poursuivi cet effort majeur. Donc la France est vraiment en top level de la liste. Et puis par ailleurs, en termes de recherche, la France se situe aussi, elle reste positionnée très très fort. On a beaucoup parlé ces derniers mois d'un autre virus que vous connaissez très bien, c'est Ebola. On est dans quelque chose de comparable ou pas du tout ? Alors non, on est dans quelque chose qui est normalement différent, puisqu'Ebola, c'est une maladie aiguë, c'est grave, ça passe ou ça craque. Soit on guérit en 15 jours, soit au contraire, on a un taux de décès qui est très élevé. Moi, ça m'a rappelé le début, quand j'ai démarré dans le sida, où il y avait aussi beaucoup de décès. Après, les choses, et donc le nombre de personnes n'a rien à voir. Hein. On a 30 000 personnes d'Ebola pour cette épidémie, 10 000 ou 12 000 décès à peu près, donc quelque chose de très très différent. Et puis en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, et Ebola va rester une maladie qui va rester un peu sous forme chronique aussi, et je retrouve par certains côtés, certains aspects du sida, avec aussi ce phénomène sociétal. Dans les maladies infectieuses, en particulier dans les pays africains, l'acceptabilité, la responsabilité sociétale de la maladie est quelque chose d'essentiel. Et je retrouve ça avec Ebola, par exemple en Guinée en ce moment. Merci beaucoup. Merci Jean-François Delfrécy d'être venu ce matin nous aider à décrypter cette phrase de Ban Ki-moon et ses derniers chiffres. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1.